Ma vie serait plus simple sans toi, a-t-elle lâché pendant que je faisais la vaisselle. Je n'ai pas cherché à argumenter. J'ai simplement récupéré mes clés et l'enveloppe noire que je cachais depuis 18 mois. 20 minutes plus tard, lorsqu'elle a voulu partir à son cours de pilates, tout ce qu'elle pensait posséder s'était déjà envolé. Je m'appelle Stéphane Bernard. J'ai 45 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais marié à une femme qui avait oublié mon existence bien avant de s'en souvenir pour me demander de partir. Nous avons 2 enfants. Léa, 16 ans, vive d'esprit et 2 fois plus têtue que la moyenne. Hugo, 14 ans, plus silencieux, mais qui observe tout. Ils sont la seule raison pour laquelle je suis resté aussi longtemps. Enfin, eux et le fait que je sois le genre d'imbécile à croire que la persévérance peut remplacer le sentiment d'être désiré. Je travaillais dans la logistique du froid. Rien de glamour, mais du solide. Je gère les flux pour un réseau d'entrepôts régionaux, le genre d'infrastructure qui permet aux supermarchés Carrefour et aux bistrots de la région d'être approvisionnés. Gestion des températures, optimisation des tournées, paperasse de conformité. C'était un travail méthodique, et j'y excellais. Céline plaisantait autrefois en disant que je traitais notre mariage comme une expédition réfrigérée, toujours à surveiller, toujours à ajuster. Elle a arrêté de plaisanter vers la 10e année. À la 14e, elle a arrêté de parler tout court. Le matin où tout a basculé avait commencé de façon banale. Un mardi d'octobre, je rinçais ma tasse de café quand elle est entrée dans la cuisine, déjà en tenue de sport, son iPhone dans une main et ses clés de voiture dans l'autre. Elle ne m'a pas regardé. « Tu as encore oublié de sortir la poubelle grise », a dit Céline. J'ai jeté un œil au bac. Il n'était pas plein. « Je le ferai ce soir », j'ai répondu. « C'est ce que tu as dit hier. » Alors je le fais tout de suite. Ne t'embête pas. Son ton était plat. Définitif. Tu oublieras encore de toute façon. J'ai posé la tasse avec précaution. L'eau coulait encore. Je l'ai coupée et je lui ai fait face. Quelque chose dans sa posture me disait que ce n'était pas une histoire de déchets. Ça ne l'était jamais. C'est quoi le vrai problème? J'ai demandé calmement. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Et ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas de la colère. C'était de l'indifférence. Ma vie serait plus simple sans toi, a-t-elle dit. Elle ne l'a pas crié, ne l'a pas murmuré, elle l'a simplement énoncé comme si elle lisait une liste de courses. Je suis resté là un instant, laissant les mots décanter. 16 ans, 2 enfants, un prêt immobilier au Crédit Agricole, des milliers de compromis, de discussions tardives et d'histoires partagées. Tout cela réduit à une phrase prononcée avec moins d'émotion qu'elle n'en mettrait pour commander un café crème. Je n'ai pas argumenté, je ne lui ai pas demandé de retirer ses mots. J'ai juste hoché la tête une fois, j'ai pris mes clés et mon portefeuille sur la console de l'entrée, et je suis sorti. Il était 7h43 du matin. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je suis monté dans mon utilitaire, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté l'allée alors qu'elle était encore dans la cuisine, probablement déjà en train de scroller sur son téléphone. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que je me préparais à ce moment depuis 18 mois. J'ai roulé jusqu'au parking des bords de Saône, à environ 15 minutes de la maison. C'est un de ces coins que les locaux connaissent, mais que les touristes ne trouvent jamais, niché derrière une ancienne usine de soierie désaffectée depuis les années 90. Je me suis garé face à l'eau et j'ai sorti mon téléphone. Pas l'iPhone que Céline connaissait. Le téléphone prépayé que je transportais depuis 1 an, enregistré sous un nom d'entreprise qui n'existait plus. J'ai ouvert l'application que j'avais conçue moi-même. Interface simple, design épuré, un seul bouton. Je l'avais nommé « Reset ». Mon doigt a hésité peut-être 3 secondes. Puis j'ai appuyé. Le script que j'avais écrit 18 mois plus tôt a commencé à s'exécuter. C'était élégant, vraiment. Des années à gérer la logistique du froid m'avaient appris une compétence cruciale, comment arrêter un système complètement sans laisser de place à une commande manuelle. Contrôle de température, code d'accès, générateur de secours. Dans mon monde, les dispositifs de sécurité n'étaient pas des suggestions, c'était l'évangile. J'avais appliqué cette même philosophie à mon départ. La première chose que le script a faite a été de changer chaque mot de passe de chaque compte lié à notre réseau domestique, le routeur,
le thermostat connecté Netatmo, les caméras de surveillance, l'ouverture du garage, et même les serrures intelligentes que j'avais installées à Noël dernier. Céline avait pensé que c'était un cadeau. C'en était un, mais pas pour elle. Deuxièmement, il a détourné les alertes bancaires. Notre compte joint, celui qu'elle pensait que nous partagions encore, avait été discrètement converti en un statut différent 6 mois auparavant. J'en étais le titulaire principal. Elle était utilisatrice autorisée. Au passé, à compter de 8h03 ce matin. Troisièmement, il a déclenché une série de mails automatisés à notre compagnie d'assurance, à notre conseiller immobilier et à 3 fournisseurs d'énergie. Chacun contenait un avis formel de séparation, daté et certifié. J'avais signé ces documents 14 mois plus tôt lors d'un prétendu déplacement professionnel à Strasbourg. Mon avocat, Maître Lefebvre, avait tout en main, enregistrement de conversation, relevé financier montrant où l'argent allait réellement, capture d'écran de messages que Céline pensait avoir effacés. Je n'avais pas espionné. J'avais documenté. Je suis resté assis là, au bord de l'eau, regardant le courant et vérifiant ma montre. 8h14. Elle devait essayer de partir pour son Pilate en ce moment même. Mon téléphone a vibré. L'iPhone. Son nom a éclairé l'écran. J'ai laissé sonner. Il a vibré encore. Puis encore. Au 4e appel, je l'ai éteint complètement. Le téléphone prépayé restait allumé. J'ai ouvert mes emails et vu la première confirmation automatique. Police d'assurance restructurée. Titulaire unique, effet immédiat. Puis une autre. Accès bancaire mis à jour. Nouveaux identifiants requis. Puis une autre. Compte de prêt immobilier, information de contact principal modifiée. Chaque notification ressemblait à une porte qui se fermait. Pas en claquant. Juste un petit clic. L'une après l'autre. Silencieux et définitif. J'ai pensé à Léa et Hugo. Ils étaient au lycée et au collège à cette heure-là. Léa avait une répétition d'orchestre tôt le matin. Hugo avait un cours de soutien en maths. Aucun d'eux ne savait ce que leur mère m'avait dit ce matin-là. Aucun d'eux ne savait ce que je préparais depuis 1 an et demi, mais ils allaient le savoir. Très bientôt. J'ai démarré le camion et j'ai quitté le parking. J'avais rendez-vous à 9h30 avec un homme nommé Victor da Silva. Aucun lien avec nos connaissances, il gérait une petite structure de stockage frigorifique à 2 communes de là. Il cherchait un consultant, quelqu'un qui comprenait le métier de la base, quelqu'un qui avait besoin de disparaître sans vraiment s'évanouir dans la nature. Pendant ce temps, Céline se tenait dans le garage, fixant le clavier numérique comme s'il l'avait personnellement trahi. Elle avait tapé le code 3 fois, le même code que nous utilisions depuis 8 ans. Le petit écran clignotait simplement en rouge, puis s'éteignait. Elle a essayé son téléphone, a ouvert l'application du garage, connexion échouée. Elle a tapoté à nouveau. Même résultat. De retour à l'intérieur, elle a attrapé son ordinateur portable sur le plan de travail de la cuisine et a ouvert le navigateur. Connexion à la banque. Elle a tapé son identifiant et son mot de passe, ceux enregistrés dans le remplissage automatique. Identifiants invalides. Elle a réessayé, plus lentement cette fois, en s'assurant que chaque caractère était correct. Même message. Son téléphone a vibré. Un SMS de sa sœur, Diane, toujours d'accord pour le déjeuner de jeudi? Céline l'a ignoré et a composé mon numéro. Directement sur messagerie. Elle a rappelé. Messagerie. Une 3e fois. Rien. Elle a ouvert son application de messagerie électronique. Il y avait de nouveaux messages. Le premier venait de l'assurance Alens, mise à jour du titulaire de la police. Action requise. Elle l'a ouvert. Les mots n'avaient pas de sens au début. Restructuration. Changement de titulaire principal. Documentation de séparation conjugale. Effet immédiat. Sa main a commencé à trembler. L'email suivant venait de la banque, statut du compte joint modifié. Puis un autre de la société de crédit, information de contact principal mise à jour. Elle s'est assise à la table de la cuisine, son téléphone serré à 2 mains. Le thermostat au mur a clignoté. Puis la température est passée de 20 à 28 degrés. Elle s'est approchée pour l'ajuster.
L'écran était verrouillé. Accès administrateur requis. Elle a essayé le code, refusé. Sa respiration s'est accélérée. Elle est allée à la porte d'entrée et a vérifié la serrure connectée. Même chose, verrouillée de son propre système. Le réseau Wi-Fi sur son téléphone affichait « connecté », mais rien ne chargeait. Elle a vérifié le nom du réseau. Il avait changé. Au lieu de « Maison-Bas Bernard », on lisait désormais « Sécurite Resso 8447 ». Elle ne le reconnaissait pas. À 9h30, elle m'avait appelé 17 fois. Elle avait envoyé 12 messages, commençant par la confusion et montant vers la colère. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la folie. Tu ne peux pas me bloquer l'accès à tout comme ça. J'appelle mon avocat. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À 10h15, elle a appelé sa mère. Je le sais parce que mon avocat avait pris des dispositions pour signaler certains appels, ce qui était légal dans le cadre de la clause de séparation que j'avais déposée des mois plus tôt. Sa mère lui a dit de se calmer, que j'étais probablement juste vexé et que je rentrerais pour le dîner. Céline n'a pas dit à sa mère ce qu'elle m'avait balancé le matin même. Elle a juste dit que nous avions eu un désaccord. À 11h, elle était assise sur le canapé, fixant le vide. La maison semblait différente. L'air semblait différent. C'étaient les mêmes meubles, les mêmes murs, mais quelque chose de fondamental avait basculé. Elle finissait par comprendre. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas un caprice de ma part ou une tentative de lui donner une leçon. C'était une fin, et je l'avais écrite des mois avant qu'elle ne prononce ces mots. Léa est rentrée la première, vers 15h40. Elle a jeté son sac à dos près de la porte et s'est dirigée directement vers la cuisine, sortant son téléphone pour vérifier ses messages. Céline était toujours à table, ordinateur ouvert, entourée de papiers qu'elle avait imprimés à partir des rares comptes auxquels elle avait encore accès. « Maman ?» La voix de Léa avait ce mélange adolescent d'inquiétude et d'agacement. « Pourquoi tu restes assise là sans rien faire ?» Céline a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Tu as des nouvelles de ton père ?» Léa a froncé les sourcils. « Non. » Pourquoi? Il est parti ce matin. Il ne répond pas au téléphone. Parti genre. Vraiment parti? Je ne sais pas, a dit Céline doucement. Peut-être. L'expression de Léa a changé, pas vers la tristesse, mais vers quelque chose de plus dur. Qu'est-ce que tu lui as dit? La question est tombée comme une gifle. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? A répété Léa plus lentement. Papa ne part pas comme ça sans raison. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Léa, ce n'est pas juste. Tu crois que je n'ai rien remarqué? La voix de Léa est montée. Tu crois que je ne vois pas comment tu lui parles? Comme s'il était invisible. Céline s'est levée. Ça se passe entre ton père et moi. Non, c'est faux. Léa a sorti son téléphone. Parce que je viens de recevoir un email de sa part. Le visage de Céline est devenu livide. Quoi? Léa l'a ouvert, a lu en silence pendant un moment, puis a levé les yeux. Il dit qu'il va bien. Il dit qu'il nous aime. Et il dit de regarder un dossier partagé qu'il a créé. Quel dossier? Léa a tapoté son écran à plusieurs reprises. Puis ses yeux se sont agrandis. Elle a tourné le téléphone. Il affichait un dossier Google Drive intitulé « Pour Léa et Hugo ». À l'intérieur, des documents, des relevés bancaires, des captures d'écran de messages, des reçus de restaurants, des entrées de calendrier, le tout daté, organisé et méticuleusement étiqueté. Léa les a parcourus, son visage se durcissant à chaque swipe. Puis elle a regardé sa mère. Tu voyais quelqu'un. La voix de Céline s'est brisée. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a des factures d'hôtel ici, maman. 3 hôtels différents, tous au cours des 6 derniers mois. Les mains de Léa tremblaient. Papa savait. Il était au courant depuis tout ce temps. La porte d'entrée s'est ouverte. Hugo est entré, ses écouteurs dans les oreilles, totalement ailleurs. Il les a retirés en voyant leur visage. Qu'est-ce qui se passe? Léa lui a tendu son téléphone sans un mot. Hugo a lu, a fait défiler, a lu encore. Sa mâchoire s'est contractée. Il a regardé Céline.
C'est vrai, tout ça? Céline a voulu l'approcher. Hugo, laisse-moi t'expliquer. Il a reculé d'un pas. Tu as trompé papa. C'est compliqué. Ce n'est pas une réponse, a-t-il dit calmement. La façon dont il l'a dit, froid et posé, a rappelé exactement ma propre attitude à Céline. Est-ce que tu l'as trompée? Elle n'a pas pu répondre. Le silence a parlé pour elle. Hugo a rendu le téléphone à Léa. Je monte dans ma chambre. Hugo, attends. Il n'a pas attendu. Il est monté à l'étage et, un instant plus tard, sa porte s'est fermée. Pas un claquement, juste un clic. Définitif. Léa a fixé sa mère. Tu lui as dit que ta vie serait plus simple sans lui, n'est-ce pas? Céline a scié. Comment tu? Parce que c'est ce que tu dis toujours quand tu en as fini avec quelque chose. La voix de Léa s'est légèrement brisée. Tu l'as dit pour mamie, pour ton boulot, pour le chien qu'on a dû donner. Elle a repris son sac à dos. Je vais chez Sarah. Léa, s'il te plaît. Je n'ai pas envie d'être ici en ce moment. Léa a marché vers la porte, puis s'est arrêtée. Tu sais ce qui est le pire? Papa n'a jamais dit un seul mot de mal sur toi. Pas un seul. Il est juste parti, et je ne lui en veux pas. La porte s'est refermée derrière elle. Céline est restée seule dans la cuisine, entourée des débris d'une vie qu'elle avait démantelée sans réaliser qu'elle tenait elle-même le marteau. J'ai passé cette première nuit dans un petit hôtel de la périphérie, le genre d'endroit qui loue à la semaine et ne pose pas de questions si on paie en liquide. La chambre sentait la vieille moquette et le détergent industriel, mais il y avait un lit, une salle de bain et, surtout, aucun souvenir. Je me suis assis au petit bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. 18 mois de planification m'avaient mené ici, mais planifier et exécuter sont deux choses différentes. J'ai ouvert le tableur que je tenais à jour depuis le jour où j'avais réalisé que mon mariage était déjà fini, même si je n'avais pas encore déposé les papiers. Phase 1 terminée. Compte séparé, accès révoqué, documentation déclenchée. La phase 2 était déjà lancée. J'avais signé un contrat de consulting avec Victor da Silva 3 semaines plus tôt. Il gérait une opération de logistique du froid de taille moyenne qui avait besoin de quelqu'un maîtrisant la partie distribution. Un contrat de 6 mois avec option de prolongation. Ce n'était pas énorme, mais c'était assez pour louer un appartement et recommencer. Mon téléphone prépayé a vibré, un message de Maître Lefebvre, reçu appel de son avocat. Représentation refusée pour le moment. Transmis votre dossier de documentation. Ils sont en panique. J'ai répondu, enfant mis au courant par email comme prévu. Aucun problème légal avec la divulgation. Tout ce que vous leur avez envoyé était factuel et documenté. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le mur. Léa et Hugo avaient vu les preuves maintenant. Les relevés bancaires montrant des retraits d'argent que je n'avais jamais faits. Les SMS entre Céline et un certain Damien, un type qu'elle avait rencontré à son studio de sport. Les reçus d'hôtel des nuits où elle prétendait être chez sa sœur. Je n'avais pas voulu qu'il la prenne comme ça. Au fond, je n'avais jamais voulu qu'il la prenne du tout. Mais Céline avait fait ce choix pour moi quand elle avait décidé que notre mariage était négociable et que l'honnêteté était facultative. Mon téléphone a encore vibré. Léa, papa, tu es où? J'ai fixé le message. Puis j'ai tapé, je suis en sécurité. Je vais bien. Je suis désolé que vous ayez dû voir ces documents. 3 points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Est-ce que tout est vrai? Oui. Une pause plus longue. Je suis tellement désolé, papa. Ma gorge s'est serrée. Ce n'est pas ta faute, ma puce. Rien de tout cela n'est de ta faute. Est-ce que je peux te voir bientôt? Je te le promets. J'ai juste besoin de quelques jours pour m'installer. Maman est dans un état pas possible. Je sais. Je n'ai pas envie d'être ici. J'ai fermé les yeux. Hugo va bien? Il ne veut pas lui parler. Il est dans sa chambre. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'appellerai demain. D'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. J'ai posé le téléphone et je suis resté assis en silence. Le chauffage s'est mis en route avec un léger cliquetis. Dehors, un camion grondait sur la nationale.
J'avais rasé ma vieille vie en une seule matinée. Mais je ne reconstruisais pas par colère. Je reconstruisais par nécessité. Parce que rester m'aurait tué à petit feu. Et partir était la seule façon de me rappeler ce que c'était que de respirer. Demain, je commencerai à chercher un appartement, quelque chose de petit, propre, fonctionnel, un endroit où Léa et Hugo pourraient venir sans avoir l'impression d'entrer sur une scène de crime. Ce soir-là, je suis juste resté dans cette chambre d'hôtel à laisser peser sur moi tout ce que j'avais fait. C'était lourd, mais ce n'était pas mal. Céline était assise dans le cabinet de Maître Bertrand, un avocat que sa sœur lui avait recommandé. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, la quarantaine, avec ce genre d'assurance polie qui vient du fait d'avoir gagné plus de procès qu'on en a perdu. Il examinait les documents depuis 20 minutes. De temps en temps, il prenait une note ou revenait à une page précédente. Céline guettait sur son visage le moindre signe d'espoir. Elle n'en a trouvé aucun. Finalement, il a levé les yeux. « Madame Bernard, je vais être direct avec vous. C'est l'une des séparations les mieux documentées que j'ai jamais vues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre mari se prépare à cela depuis bien plus d'1 an, peut-être plus. » Il a tapoté la pile de papier. Ces accords de séparation sont datés, signés et enregistrés. La restructuration financière a été faite légalement avec la documentation appropriée. Les modifications d'assurance ont suivi le protocole. Même les changements du système domotique relèvent du droit de propriété puisqu'il est celui qui les a achetés et installés. La voix de Céline était basse. Donc, je n'ai aucun recours. Je n'ai pas dit ça, mais je veux que vous compreniez à quoi nous sommes confrontés. Il a ouvert un dossier. Votre mari a tout documenté. Il a des enregistrements de disputes, des captures d'écran de messages, des relevés financiers montrant des écarts de dépenses, et, le plus dommageable, il a des preuves d'une relation extra-conjugale. Son visage est devenu blanc. Combien de preuves ? Assez pour que si cela va devant un juge aux affaires familiales, il risque de pencher en sa faveur sur presque tous les points majeurs. Il a marqué une pause. Avez-vous rencontré Damien dans des hôtels à plusieurs reprises ? Elle ne pouvait pas parler. Elle a juste hoché la tête. Bertrand a soupiré. Alors nous devons nous concentrer sur la limitation des dégâts, pas sur la victoire. L'infidélité change tout, surtout en ce qui concerne la division des biens et les arrangements potentiels pour la garde. La garde, sa voix s'est brisée. Il ne m'enlèverait pas les enfants. Il n'aura peut-être pas à le faire. Votre fille a 16 ans. Votre fils en a 14. À ces âges-là, les juges accordent un poids significatif aux préférences des enfants. Il l'a regardé attentivement. Leur avez-vous parlé depuis que tout cela a commencé ? Ils ne veulent pas me parler. Léa est chez une amie. Hugo sort à peine de sa chambre. Ça va être un problème. Bertrand a refermé le dossier. Madame Bernard, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête. Avez-vous dit quelque chose à votre mari le matin de son départ ? Quelque chose qui pourrait être interprété comme une demande de séparation ? Céline a fixé ses mains. Je lui ai dit que ma vie serait plus simple sans lui. Bertrand est resté silencieux un moment. Quelqu'un d'autre vous a-t-il entendu dire ça ? Non, juste lui. Est-ce que vous l'avez écrit par SMS ou par mail ? Non. Il a pris une note. C'est déjà ça. Ce sera votre parole contre la sienne. Il a levé les yeux. Mais compte tenu de tout ce qu'il a documenté, je ne compterai pas trop là-dessus pour nous aider. Alors, qu'est-ce que je fais ? D'abord, arrêtez d'essayer de le contacter directement. Toute communication passe par moi et son avocat désormais. Deuxièmement, documentez tout. Chaque interaction avec vos enfants, chaque dépense, chaque tentative de coopération que vous faites. Troisièmement, rompez tout contact avec Damien immédiatement. Pas d'appel, pas de message, rien. C'est déjà fini. Bien. Gardez ça comme ça. Il s'est levé. Je vais déposer une réponse à son avis de séparation et demander une médiation. Mais Madame Bernard, préparez-vous à la réalité, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez ici. Le mieux que nous puissions espérer est de minimiser la casse. Céline a quitté le bureau avec l'impression d'avoir été vidée de son sang. Elle s'est assise dans sa voiture sur le parking et a fixé le pare-brise sans rien voir.
16 ans, 2 enfants, une maison qu'elle avait aidé à décorer. Une vie qu'elle pensait stable, et elle l'avait détruite en une seule phrase. 3 semaines après mon départ, j'ai retrouvé Léa et Hugo dans une brasserie à mi-chemin entre mon nouvel appartement et la maison. C'était un dimanche matin, un de ces jours gris et calmes où tout semble suspendu dans le temps. Je suis arrivé tôt et j'ai pris une table près de la fenêtre. Léa est arrivée la première, avec Hugo juste derrière elle. Ils avaient tous les deux l'air fatigués. Léa m'a serré fort dans ses bras, sans me lâcher pendant un long moment. L'étreinte d'Hugo était plus raide, mais il s'est agrippé tout aussi fermement. Nous avons commandé le petit déjeuner. Des tartines pour Léa, un œuf au plat pour Hugo. Un café pour moi. Personne n'a parlé du sujet qui fâchait avant que les plats n'arrivent. Maman veut qu'on te dise de rentrer, a dit Léa en coupant sa tartine en carrés précis. Et vous, qu'est-ce que vous voulez, j'ai demandé. Elle a levé les yeux. Je veux savoir si tu vas vraiment bien. Oui, j'ai dit. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Hugo a parlé doucement. Elle pleure beaucoup. Je sais que c'est difficile pour vous de voir ça. Ce n'est pas difficile, a-t-il dit, fixant toujours son assiette. C'est juste que... Je n'ai plus de peine pour elle. Il a enfin croisé mon regard. Est-ce que c'est mal? Non, j'ai dit avec précaution. C'est honnête. Léa a posé son couteau. Papa, je passe mon bac dans 1 an et demi. Après ça, je partirai faire mes études ailleurs. Mais Hugo est coincé là-bas pour 4 ans encore. Elle a jeté un coup d'œil à son frère. On a discuté. Hugo a hoché la tête. Je veux habiter avec toi. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Hugo. Je suis sérieux, a-t-il dit. Je ne peux plus rester dans cette maison. Elle essaie tout le temps de m'expliquer des trucs, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Et je n'ai plus confiance en elle. Tu lui as dit? Elle n'écoute pas. La voix de Léa était monocorde. Elle croit que si elle s'excuse assez souvent, tout redeviendra normal. Rien ne redeviendra normal, a dit Hugo. Et je n'en ai pas envie. J'ai regardé mes 2 enfants, pris au piège d'une situation qu'ils n'avaient pas créée et qu'ils ne pouvaient pas réparer. Si c'est ce que vous voulez, j'en parlerai à mon avocat, mais ça va être compliqué. Votre mère ne va pas accepter ça comme ça. Je m'en fiche, a dit Hugo. Je ne peux plus être là-bas. Léa a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Je viendrai les week-ends. Dès que j'aurai mon permis, je pourrai conduire moi-même. Votre mère ne va pas nous faciliter la tâche. Elle ne le fait jamais, a murmuré Léa. Nous avons fini de manger et je les ai ramenés. Aucun d'eux ne voulait que je les dépose devant la maison, alors je les ai laissés au coin de la rue. Léa m'a encore serré dans ses bras avant de descendre. Hugo a marqué une pause à la portière. Papa? Oui, fiston? Merci de ne pas être resté. Il l'a dit simplement, comme s'il me remerciait de lui passer le sel. Je sais que ça fait bizarre à dire, mais merci. Il est sorti avant que je ne puisse répondre. Je les ai regardés marcher dans la rue vers la maison, les épaules droites, d'un pas délibéré. Il semblait plus vieux qu'il y a 3 semaines. J'ai redémarré et j'ai appelé Maître Lefebvre. Nous devons demander une modification de la garde. Pour les 2 enfants. Enfin, surtout Hugo. Léa veut rester neutre et venir le week-end, mais Hugo veut vivre avec moi à plein temps. Ça va déclencher une guerre. Je sais, mais il me l'a demandé. Et je ne vais pas dire non à mon fils quand il me demande de l'aide. Très bien, a dit Lefebvre. Je vais préparer la paperasse, mais Stéphane, soyez prêt. Ça va devenir moche. C'est moche depuis 16 ans, j'ai répondu. Au moins maintenant, c'est honnête. Céline a débarqué à mon appartement 2 jours après que j'ai déposé la demande de garde. Elle n'a pas frappé, elle a martelé la porte comme si elle voulait l'enfoncer. J'ai ouvert. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Cheveux attachés à la va-vite, pas de maquillage, un vieux sweat que je lui avais offert il y a 5 ans. Tu essaies de m'enlever mon fils, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, mais une accusation. C'est Hugo qui a demandé à vivre ici, j'ai répliqué calmement. Je ne fais qu'honorer sa demande.
Il a 14 ans. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait qu'il ne veut pas vivre avec quelqu'un qui lui a menti pendant plus d'1 an. Son visage s'est tordu de rage. Tu l'as empoisonné contre moi. Je lui ai montré la vérité. Ce n'est pas du poison, Céline. C'est de la clarté. J'ai gardé une voix égale. Tu veux être en colère contre quelqu'un? Regarde-toi dans une glace. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, j'ai corrigé. Plusieurs choix pendant des mois. Et maintenant, tu gères les conséquences. Stéphane, s'il te plaît. Sa voix s'est cassée. Ne fais pas ça. Je vais rompre avec Damien. On va aller voir un conseiller conjugal. Tout ce que tu voudras. Je ne veux plus rien de toi. C'est justement ça le point. Et les enfants? Ils ont besoin de leurs 2 parents. Ils auront leurs 2 parents. Hugo vivra juste ici. Léa viendra quand elle voudra. Tu auras tes droits de visite. Supervisé au début, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Supervisé, sa voix est devenue stridente. Tu penses que je suis dangereuse. Je pense que tu es instable en ce moment. Et tant que tu ne m'auras pas prouvé le contraire, je ne prendrai aucun risque avec mes enfants. Elle a fait un pas en avant. Ce sont mes enfants aussi. Alors tu aurais dû y réfléchir avant de décider de briser notre famille. Je n'ai pas bougé. Tu veux te battre au tribunal? Très bien. On va se battre. J'ai de la documentation sur les 18 derniers mois. Relevés financiers, SMS, témoignages. Ton propre avocat t'a dit comment ça allait finir. Je ne te laisserai pas me le prendre. Tu n'as pas ton mot à dire. Ma voix s'est durcie. Hugo a 14 ans. En France, le juge prend très au sérieux la vie d'un adolescent. Il dira au juge qu'il veut vivre avec moi. Le juge lui demandera pourquoi, et Hugo lui parlera de ta liaison, de tes mensonges, de la façon dont tu m'as traité devant lui pendant des années. C'est toi qui lui dictes ses réponses. Je n'ai pas besoin de lui dicter quoi que ce soit. Il était là, Céline. Il a tout vu. Les enfants ne sont pas aveugles. J'ai reculé d'un pas. Tu as créé cette situation. Tu voulais une vie plus simple sans moi. Eh bien, tu l'as. Mais tu ne peux pas tout garder en plus. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. J'aime mes enfants. Je sais que tu les aimes. Mais l'amour ne suffit pas quand on a détruit la confiance. Stéphane, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu aurais dû supplier avant de retrouver Damien dans cet hôtel d'Annecy. J'ai commencé à fermer la porte. Mon avocat te contactera pour l'audience de garde. Attends. Je me suis arrêté. Est-ce que je peux au moins voir Hugo? Lui parler? C'est à lui de décider. Tu veux le joindre? Vas-y. Mais il n'est pas obligé de répondre. J'ai marqué une pause. Et Céline. Arrête de venir ici. La prochaine fois, j'appelle la police. J'ai fermé la porte. Elle est restée là un instant. J'entendais sa respiration saccadée, puis ses pas s'éloigner. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai relâché un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Léa, maman vient de m'appeler en hurlant pour la garde. Hugo emménage vraiment avec toi. Si c'est ce qu'il veut, oui. Tant mieux. Il faut qu'il sorte de là. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la fenêtre. Dehors, la ville bougeait à son rythme habituel. Les gens allaient au travail, faisaient leurs courses, vivaient leur vie. Ma vie avait implosé, mais le monde continuait de tourner. Et pour la première fois en 16 ans, j'étais en paix avec ça. L'audience de garde a eu lieu un mardi matin de novembre. La salle d'audience était plus petite que prévu, avec des néons qui bourdonnaient au plafond. Le bureau du juge était surélevé comme une forteresse. Céline était assise à la table d'en face avec maître Bertrand. Elle s'était habillée avec soin, tailleur sobre, maquillage minimal, cheveux tirés. Elle avait l'air composée, mais je voyais ses mains trembler légèrement quand elle cherchait son verre d'eau. Hugo était dans la salle d'attente à l'extérieur. Il avait demandé à parler directement à la juge, et Lefebvre l'avait organisé. La juge, une femme nommée Madame Roche,
avait 20 ans de carrière derrière elle et la réputation de ne pas supporter les jeux d'acteurs. Bertrand a commencé, brossant le portrait d'une mère dévouée prise de court par un mari vengeur. Il a appelé Céline à la barre. Elle a parlé des réunions de parents d'élèves, des entraînements de foot, de l'aide aux devoirs. Tout était vrai, mais tout était hors sujet. Lefebvre l'a contre-interrogée. « Madame Bernard, avez-vous entretenu une relation extra-conjugale avec Monsieur Damien S ?» Elle a hésité. « Oui. Mais. Oui ou non, s'il vous plaît. » « Oui. » « Pendant combien de temps ? » ? « Environ 14 mois. » « Et pendant ce temps, votre mari était-il au courant ? » ? « Pas au début, mais il l'a découvert, a tout documenté, et seulement ensuite a demandé la séparation. » »« Oui. » Lefebvre a hoché la tête. Pas d'autres questions. Puis ce fut mon tour. Je suis resté simple. J'ai parlé de mon travail, de mes revenus, de l'appartement que j'avais trouvé. J'ai expliqué que je n'essayais pas d'exclure Céline de la vie des enfants, mais que je voulais que Hugo ait de la stabilité. Il doit vivre avec moi, j'ai dit. Je ne force rien. La juge Roche a fait entrer Hugo. Il s'est avancé vers la barre, les épaules droites, la voix stable. Elle lui a demandé pourquoi il voulait vivre avec moi. Parce que mon père a été honnête avec moi, a dit Hugo. Pas ma mère. Et je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ment. C'est une accusation sérieuse, a dit la juge doucement. C'est la vérité. Hugo a regardé Céline. Je suis désolé, maman, mais je ne peux plus vivre là-bas. La juge est restée silencieuse un moment, puis a hoché la tête. Merci, Hugo. Tu peux sortir. Elle a pris 15 minutes pour revoir les documents. Quand elle est revenue, sa décision était claire. La résidence principale de Hugo Bernard était accordée à Stéphane Bernard. Céline Bernard bénéficierait d'un droit de visite médiatisé un week-end sur 2, avec possibilité de modification après 6 mois, sous réserve d'un suivi thérapeutique familial. Le visage de Céline s'est effondré. Bertrand a posé une main sur son bras. La garde de Léa Bernard restait conjointe, son choix de passer ses week-ends chez son père étant respecté. La juge Roche nous a regardés tous les deux. Cette famille a assez souffert. J'attends des deux parents qu'ils fassent de l'intérêt de ces enfants leur priorité absolue, au-delà de leurs griefs personnels. Entendu. Nous avons tous les deux hoché la tête. À la sortie du tribunal, Hugo m'a serré dans ses bras. On peut rentrer à la maison maintenant ? Oui, fiston, j'ai dit doucement. On rentre à la maison. 11 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine d'une petite maison que j'avais achetée en banlieue. 3 chambres, un jardin assez grand pour un barbecue et un garage où Hugo pouvait s'entraîner au basket. Rien de luxueux, mais c'était chez nous. Léa mettait la table pour le dîner, rentrée pour les vacances de la Toussaint après son premier semestre à la fac de droit. Hugo était dans le salon, ses devoirs étalés sur la table basse. La normalité de la scène me surprenait encore parfois. Mon activité de consultant avait prospéré. L'entreprise de Victor s'était agrandie et j'avais accepté un poste permanent de directeur de la distribution. Un bon salaire, des horaires raisonnables et un travail qui avait du sens. Céline avait terminé son suivi. Ses visites avec Hugo n'étaient plus supervisées, même s'il préférait toujours rester chez moi. Léa la voyait plus souvent, maintenant une distance polie qui fonctionnait pour elles deux. Damien avait disparu du paysage. J'avais appris par des connaissances communes que Céline avait tout arrêté. Par culpabilité ou par nécessité, je ne savais pas et je m'en moquais. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Maître Lefebvre, divorce finalisé. Félicitations. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue quand je m'étais marié 16 ans plus tôt. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé quand Léa était née ou quand Hugo avait fait ses premiers pas. Mais c'était une vie honnête. C'était la mienne. Et ça suffisait. Léa s'est approchée et m'a donné un coup d'épaule affectueux. « Ça va, papa ? » « Oui, » j'ai dit. « Ça va vraiment. » Hugo a crié depuis le salon, « Papa, on mange quand ? » « Je suis affamé. » « Dans 10 minutes, » j'ai répondu. Léa a souri. Certaines choses ne changent jamais. Certaines choses ne devraient pas changer, j'ai répliqué. Ce soir-là,
Après le dîner, une fois la vaisselle faite et les enfants retirés dans leur chambre, je me suis assis sur la terrasse avec une bière pour regarder le coucher de soleil. Le ciel est passé à l'orange, puis au violet, puis au noir. Céline avait dit que sa vie serait plus simple sans moi. Elle l'avait dit comme une arme. Mais elle avait eu raison, seulement pas de la façon qu'elle l'imaginait. Ma vie n'était pas plus simple parce qu'elle était partie. Elle était meilleure parce que j'avais enfin arrêté d'attendre qu'elle change. J'avais arrêté d'attendre la permission de vouloir plus. J'avais arrêté d'accepter moins que ce que je méritais. Et quelque part, dans les décombres de ce mariage, j'avais retrouvé quelque chose que je pensais avoir perdu depuis des années. Moi-même.